Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui en présence d'une centaine de personnes, donc nous sommes ravis. Je vous rappelle que vous êtes en présence d'un webinaire organisé par Valladolid et je vous propose de me faire rêver un petit peu et de me dire d'où vous venez. Comme ça, on va voir un petit peu. Est-ce que tout le monde m'entend bien tout d'abord? Pourriez-vous Parfait. me confirmer que c'est parfait? Super. Alors, il y a Aude qui vient de Lyon. Oui, super. Géraldine a levé la main, tout va bien. De Montréal, magnifique. Et encore où d'autres? Je ne vois pas. Ah, voilà, Alger, Casablanca, magnifique. L'Algérie. On voit qu'il y a des gens qui sont pointus, hein. Quand on leur demande d'où ils viennent, ils donnent la ville, d'autres le pays. Il y a une appartenance qui est différente. Montréal, Alger, Montréal. Ah, il y a pas mal de personnes de Montréal aujourd'hui soir. C'est vraiment chouette. Alors, je suis ravi de vous accueillir ici ce soir. Tout d'abord, je vais vous poser une devinette, comme ça permet à tout le monde de s'installer. La petite devinette du jour est qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin? Voilà, comme ça vous pouvez me donner une réponse. Est-ce que vous avez une idée pour cette devinette? Florent, tu peux jouer aussi, hein. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin? Voilà, c'est déjà trouvé. Il y en a un qui l'a dit, mais j'attends de voir s'il y en a d'autres qui donnent la bonne réponse. Je- L'endormi. C'est assez drôle, ça. Je suppose que c'est il y en a quelqu'un qui vient de dire que Internet peut faire le tour du monde. Le timbre, voilà, Fatima vient de donner une deuxième fois la bonne réponse. Voilà, je vous ai laissé un petit peu de temps pour arriver tout doucement. Tout d'abord, donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Sowell Formation en association avec l'Université Miguel de Cervantes de Valladolid. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir et surtout heureux d'accueillir notre formateur de ce soir qui s'appelle Florent Delaunay. Florent Delaunay est psychopatricien et enseignant. Il est formateur en prévention des risques psychosociaux pour les professionnels du secteur sanitaire et social. Et il travaille aussi avec le milieu carcéral. Ce soir, le titre de la formation sera Quand l'épuisement professionnel rencontre l'addiction. Le but de ce webinaire est d'introduire notre formation, notre prochain diplôme universitaire qui commencera avec le 24 mars 2026. Euh, son, sa- le titre de cette formation s'appelle Cognition, émotion et addiction. Ce DU est, on va dire, en place grâce à Chloé Frédier, qui, je pense, est avec nous ce soir. Chloé, on sait que tu nous écoutes, je te fais un petit coucou et merci beaucoup pour ta présence. Florent, donc aujourd'hui, on va parler d'addiction, qui est un des sujets principaux du DU. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous rappeler ce qu'est Sowell Formation. Sowell Formation est un organisme de formation qui propose aux gens de faire des diplômes universitaires en ligne. Donc, ça veut dire qu'on arrive à se former. Ce sont des diplômes qui sont généralement des diplômes qui sont plutôt des diplômes qui complémentent des gens qui ont déjà une formation. Donc, ils sont destinés aux praticiens de la santé, aux psychologues, aux coachs, aux psychiatres, aux médecins, aux infirmiers, aux assistants sociaux et à bien d'autres personnes encore. Ce sont donc des diplômes qui apportent une formation supplémentaire à des gens qui ont déjà une certaine expérience de métier. Pour ce faire, eh bien, il suffit d'aller visiter le site de Sowell Formation. Géraldine vous mettra le lien en annexe. Voilà, on vient de passer la barre des 150 personnes. Florent, je pense que je peux te passer la parole. Et n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions tout au long du DU. Évidemment, on est là pour ça. Très bien, merci Fabrice. Merci, bonjour à tout le monde. Je vais tout de suite vous partager le diaporama qui va nous permettre de suivre
Le propos que je vais développer, donc, il faut juste que je trouve sur Zoom, voilà, le partage d'écran. Hop, tac, que voilà. Voilà. Magnifique. On te voit et on t'entend. Très bien. Quand l'épuisement professionnel rencontre l'addiction. Donc, on va passer un moment sur ces deux thèmes. Je vais vous parler plus de l'épuisement professionnel, un petit peu de l'addiction, bien sûr, mais c'est clair que la majorité des thèmes sur l'addiction, on les verra dans notre diplôme. Mais je tenais à- à lier les deux thèmes et vous allez voir pourquoi. On va donc, dans ce webinaire, on va définir l'épuisement professionnel et ses différentes formes. Comme j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont de différents pays, peut-être il y aura des questions sur ce thème parce qu'on verra que l'épuisement professionnel selon les pays n'est pas défini du tout de la même manière. Euh, on va parler donc de la définition de l'addiction et ses différentes formes succinctement. Et puis, je vais vous parler de tout ça en abordant trois points de vue, le point de vue clinique, le point de vue institutionnel et historique. Je parlerai un petit peu, bien sûr, du point de vue neurophysiologique, mais je laisserai ça aussi pour les développements de notre diplôme. Euh, je vais illustrer donc les points de rencontre entre ces deux thèmes, mais aussi les divergences qu'il y a entre ces deux phénomènes que sont l'épuisement professionnel et les addictions. Et puis enfin, euh, j'essaierai d'ouvrir en tout cas la réflexion sur les modes de prévention et sur les prises en charge, et les traitements, comment est-ce qu'on manie ces deux thèmes essentiellement avec des exemples pris sur le sol français, puisque c'est là où je travaille, mais j'essaierai aussi de vous donner deux, trois repères par rapport au monde francophone que, en tout cas, je connais. Et je terminerai par quelques références bibliographiques. Commençons dans le vif du sujet avec l'épuisement professionnel, avec cette petite illustration d'Antoine Chéreau. L'épuisement professionnel est souvent assimilé au burn-out et on va voir que, il existe d'autres formes d'épuisement professionnel. Euh, je vais commencer par situer l'épuisement professionnel avec le thème des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on entend? C'est le stress, les violences qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire les violences existant dans les collectifs de travail, et puis les violences du fait des patients, des familles, hein, des clients pour ce qui concerne les entreprises. Et également le thème du mal-être et le harcèlement. Alors en France, par exemple, on retient comme maintenant, en 2025, comme risques psychosociaux, le stress et les violences internes et externes. Je crois que c'est au Canada où on va parler encore du mal-être. Le harcèlement est maintenant compris en France dans une forme de violence. À l'intérieur des risques psychosociaux, donc je vais me concentrer sur le thème du stress. Dans le thème du stress, vous savez, on parle souvent du bon et du mauvais stress, ce qu'on appelle le eustress et le distress. Il y a ces notions-là sur lesquelles je vais revenir succinctement tout à l'heure. Et également sur les notions de stress chronique ou de stress toxique. Lorsqu'un stress chronique se met en marche, on entre dans un autre domaine, c'est le domaine de l'épuisement professionnel. Le- on va voir les formes diverses que prend l'épuisement professionnel. Le thème central qu'on va aborder, c'est le thème du burn-out, qui est donc cette forme d'épuisement professionnel qui mène à un effondrement de la personne. Commençons par les risques psychosociaux. En France, donc, ils sont dérivés des études sur les conditions de travail qui ont été amorcées en 2000. Et en 2008, le ministère du Travail a demandé à l'INSEE de former un collège pour fonder ce thème des risques psychosociaux. La copie va être rendue en 2011 et la définition que l'on adopte au niveau de la France, c'est donc ça, les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Ça a eu des grandes conséquences puisque, parallèlement à ça, tout le travail des accords nationaux interprofessionnels, les ANI,
ont amené sur la scène du monde du travail des considérations nouvelles, donc sur la prévention par rapport au stress, l'année 2008, le thème du harcèlement qui est apparu en 2010, le thème de la qualité de vie au travail qui s'est mis en place avec l'année de 2013, et puis plus récemment en 2020, le thème sur la santé au travail. Euh, pour les personnes ne résidant pas en France, il faut savoir qu'en France, on est en 2025, une année, c'est l'année de la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Et on va voir que c'est une bonne idée d'avoir mis ça comme grande cause nationale. Les risques psychosociaux comprennent donc, je vous disais, le stress, les violences physiques, le mal-être et le harcèlement. Les conséquences de ces risques psychosociaux, eh ben, c'est les troubles musculo-squelettiques, les TMS, tout ce qui concerne les dépressions et les troubles anxieux, les maladies cardiovasculaires, et puis les formes d'épuisement que sont le burn-out, l'effondrement dont on va longuement parler, mais aussi d'autres formes d'épuisement qu'on appelle le bore-out, par exemple l'épuisement par ennui, ou par exemple les personnes qui sont trop qualifiées sur un poste de travail où elles s'ennuient à mourir, et le burn-out qui est une entité aussi qui a à voir avec la perte de sens dans son travail. Et je vais y revenir très bientôt. Et puis, hélas, bien sûr, le cas extrême de conséquences des risques psychosociaux, ce sont les suicides. En 2025, en France, pour vous donner une idée, le cabinet d'études Empreinte, avec donc l'étude auprès des salariés, montre qu'un quart des salariés déclarent être en mauvaise santé mentale. 44% des salariés déclarent souffrir du stress à leur travail. C'est une donnée qu'on trouve sur Santé publique France. Autre thème, c'est que le burn-out a doublé depuis 2020. Alors, Empreinte ne donne pas le chiffre exact, mais vous verrez tout à l'heure avec le- l'étude qu'on a menée en 2014, qu'on était déjà à un nombre très important de personnes touchées par ce phénomène d'épuisement professionnel. Et puis, en France, on a les troubles psychiques qui sont à présent la deuxième cause d'invalidité. Parlons du stress. Le stress, vous le savez, c'est un état physiologique qui caractérise notre adaptation au déséquilibre qui se présente dans notre milieu. Depuis les années 30 avec Hans Shelley, cher aux amis du Canada, le stress est lu en trois phases, hein. La première phase qu'on appelle la phase d'alarme, qui est quand on a notre système qui se met en éveil parce que nous arrive 250 000 à traiter dans la journée, par exemple, qui est suivie d'une phase de résistance, c'est-à-dire qu'on envoie du bois pour pouvoir faire ce traitement, n'est-ce pas? Et puis, quand on n'a plus beaucoup de réserves, eh ben, on entre dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement. La phase d'épuisement qui est donc qui se traduit par le, le burn-out, par exemple. Je vous répète donc ces notions de stress positif ou de stress négatif. Le stress, il faut quand même le rappeler, c'est, comme disait Anne Shelley, c'est le sel de la vie, c'est-à-dire c'est le matin quand on se lève, on a besoin du stress. Les petites molécules qui sont à l'œuvre pour nous générer le stress, elles sont du côté de la vie, n'est-ce pas? Mais quand elles sont en surproduction, elles nous amènent le distress, le stress négatif, qu'on va appeler donc le stress chronique, le stress toxique. La chronicité du stress est le grand problème qui est donc qu'on peut assimiler à cette phase de résistance dont je vais vous reparler tout de suite. Le stress professionnel, je mets une petite focale là-dessus parce qu'il y a une façon un peu plus particulière de regarder le stress. Une des manières de le regarder, c'est l'état de déséquilibre entre ce que je perçois des contraintes qu'il y a dans mon environnement et ce que je perçois de mes ressources pour y faire face. Alors, c'est pas la seule manière de définir le stress professionnel. J'aurais pas le temps de ce webinaire de vous parler mais vous avez la conception notamment de Sonia Lupiens pour le Canada, qui est très très intéressante. Là, je veux me concentrer sur cette notion qui m'est très utile, en tout cas dans ma pratique professionnelle. C'est les quatre facteurs qui sont repérés
du stress, qui sont cette histoire d'équilibre qu'on a à faire. Comment est-ce qu'on fait pour faire tenir la tension que j'expérimente entre les moyens dont je dispose à mon boulot et les objectifs que j'ai, que je me fixe, parce que par exemple j'ai un plan de carrière, ou alors que mon travail me fixe, mon N+1 me fixe. Comment je fais avec cette tension qui existe entre la manière dont je contribue à mon collectif de travail, dont je contribue à mon entreprise, et la manière dont je suis rétribué, que cette rétribution soit matérielle, mais bien sûr qu'elle soit la simple reconnaissance, le simple remerciement, la simple valorisation de ce que j'apporte pour le collectif de travail. Une autre tension qui existe, c'est la tension entre mes mes compétences et puis les exigences de la situation. Vous savez bien s'il y a des soignants parmi vous, si vous êtes infirmier en médecine générale et qu'on vous envoie pour cause de personnel sur un bloc opératoire, vous n'avez pas les compétences. Donc vous allez développer un stress d'adaptation parce que ça ne s'improvise pas d'être infirmier en bloc opératoire, n'est-ce pas? La dernière tension, c'est la tension que je peux expérimenter entre mon idéal de travail. Les gens du sanitaire et du social en général, on est beaucoup des gens de vocation, n'est-ce pas? On travaille avec depuis un idéal, quelque chose qui est très interne. Et une fois que j'arrive sur le terrain, et avec la réalité de terrain, et avec la T2A mis en place depuis trop d'années maintenant, et avec tout ce qu'on connaît dans le monde soignant, par exemple, cette tension, ce stress est un caractéristique du monde professionnel. L'épuisement professionnel à présent, c'est un phénomène donc qui concerne à la fois moi en tant que sujet conscient, pensant, vivant, ressentant, mais qui concerne également l'institution et qui concerne le moment culturel dans lequel se passent les choses. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'épuisement professionnel, c'est pas nouveau. Ça date depuis que le travail salarié a pris la majorité de notre vie. Donc, depuis le 19e siècle et le 20e siècle, on a des descriptions d'épuisement professionnel, mais qui ne portaient pas le même nom. Et il est important de situer que dans notre culture actuelle, on a des façons de tomber en épuisement professionnel qui diffèrent d'ailleurs d'une civilisation à l'autre. On parlera tout à l'heure un petit peu du Japon, peut-être, et on n'a pas les mêmes manifestations de l'épuisement professionnel au Japon ou ici en France. Donc, on a des dizaines de descriptions depuis les années 70. Je vais en retenir que quelques-unes. La fatigue compassionnelle, qui est apparue dans les années 90, qui a été euh, décrite, on va dire, à partir de 95. Le bore-out, donc l'ennui dont je vous parlais. Le workaholisme, qui est décrit depuis dans les années 68-71. Et le burn-out, le fameux burn-out, vous voyez, qui a été décrit à partir de 1974. Workaholisme, vous voyez, c'est un terme que vous connaissez pour certains ou certaines, un terme qui est construit à partir du mot work et alcoolisme, non? On va y revenir. Parlons du burn-out à présent, cette forme particulière. Il est important de dire que tous les burn-out partent d'un stress chronique. Donc, euh, attention à ce processus du stress. Mais on dit aussi que tous les stress chroniques n'aboutissent pas mécaniquement au burn-out, n'est-ce pas? Mais pour avoir un burn-out, il faut qu'on rencontre trois dimensions de manière simultanée, que sont un état d'épuisement émotionnel et physique, un rejet du travail, une attitude envers le travail, une attitude hyper négative, hyper cynique, on veut plus entendre parler du travail, d'accord? Et la perte du sentiment d'accomplissement professionnel vécu selon les personnes, comme aussi la perte du sentiment d'accomplissement personnel. Un peu plus de détails sur la symptomatologie du burn-out. Le burn-out commence par une hyperactivité initiale. C'est-à-dire la personne se lance avec frénésie dans son activité professionnelle et ça dure un temps, mais c'est suivi d'une phase d'épuisement. L'autre thème, c'est que cet épuisement est lié à un désengagement progressif. Désengagement de quoi? Ben, des relations de travail.
Mais aussi, ça va être des relations de la vie en général, hein. Donc, j'expérimente, je mets en place une distance relationnelle. Également, mes relations commencent à être froides, c'est-à-dire que je commence à avoir mon système physiologique qui est complètement euh, chamboulé, hein. Et je commence à avoir des compétences physiologiques qui m'empêchent d'être dans une relation chaleureuse. Donc, je commence à avoir des relations de, par exemple, de contrôle, de surveillance. Qu'est-ce qui va me tomber sur le dos avec ce N+1 que je commence à plus voir en peinture, avec ce client, avec ce patient qui me sort par les yeux, hein. Il se passe quelque chose au niveau du désengagement qui a une notation, une connotation, une corrélation plus exactement neurophysiologique qu'on détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Tout ça, ça mène à une détresse psychologique, bien sûr, hein, qu'on voit avec des sentiments dépressifs, mais aussi avec une recherche de coupable, parce que le burn-out, les gens témoignent que c'est un processus où ils se sentent pris dans une spirale où ils ne comprennent pas ce qui se passe, hein. Notamment parce que quand on est soignant et quand on est vers les autres, on ne veut pas faire de problème à son équipe, on veut être soutenant, on veut être au service de ses patients, et en même temps, on remarque qu'on a une énergie qui est en train de diminuer de plus en plus. Et donc, pour situer l'origine de ce malaise, des fois c'est compliqué de me dire que c'est moi qui suis responsable, alors je vais accuser l'extérieur. Des fois, je vais accuser l'extérieur et je vais essayer comme ça de me rééquilibrer avec le peu d'énergie qui me reste. Mais tout ça est accompagné aussi de ce qu'on appelle la pétrification cognitive, c'est-à-dire que j'expérimente des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Je commence à avoir une démotivation et je commence à être rigide, c'est-à-dire que j'ai plus du tout d'humour, par exemple. Ces quatre thèmes sont accompagnés d'un appauvrissement. L'appauvrissement, je vous disais, c'est l'indifférence, c'est-à-dire que mon taux de cortisol a tellement empoisonné mon cerveau que ça m'a pété les canaux qui s'occupent traditionnellement de l'empathie. Et je commence à me trouver très rejetant, voire indifférent à ce qui se passe pour les autres. Et puis, un appauvrissement social parce que je passe tout mon temps au travail. Je ramène le travail à la maison, je ramène mes problèmes au travail, je décline les invitations que j'ai pour sortir le soir, aller au ciné. Je commence à être en incapacité de soutenir une relation sociale. C'est pas parce que je deviens un imbécile, c'est parce que physiologiquement, j'ai plus les moyens. Vous comprenez que bien sûr, tout ça, c'est accompagné de psychosomatisation ou de somatisation, comme vous voulez. Les problèmes d'immunité, bien sûr. Les problèmes avec les tensions corporelles, on parlait tout à l'heure des TMS. Les problèmes sur la peau, les eczémas, par exemple, les démangeaisons, voilà, toutes les pathologies qui peuvent surgir, les troubles cardiovasculaires et les troubles digestifs hormonaux, parmi tant d'autres. J'ai pas eu la place sur la diapo de vous mettre toutes les psychosomatisations, mais je vous donnerai les références bibliographiques pour aller creuser l'histoire. Personnellement, quand je me retrouve au bord de l'épuisement professionnel, par exemple, une des choses que j'ai détectées, c'est que je me mets à voir des toux qui sont, qui n'ont pas à voir avec un virus, mais ce sont des espèces de toux compulsifs. Euh, le processus menant au burn-out. Je vous fais un petit résumé avec un graphique pour reprendre ces phases d'alarme du stress. Vous voyez, la première phase d'alarme, pardon, les quatre phases du stress. Tout à l'heure, j'en ai parlé de trois. La phase d'alarme qui mène à la phase de résistance, ce qu'on appelle le stress chronique, ok, et qui va mener donc au processus de burn-out qu'on divise maintenant depuis, enfin, en tout cas dans certaines études ou dans certaines façons de voir les choses, dans une partie burn-in et une partie burn-out. Le partie burn-in, c'est vraiment l'inflammation. Vous voyez, je vous ai mis quelques petites molécules qui ont des trajectoires particulières. Je vous ai mis surtout ce graphique pour que vous voyez que dans le processus de burn-out, on va avoir le taux de cortisol qui est ce qui nous permet d'envoyer du bois. À un moment, il y a, il y a stop de la production. Les glandes surrénales, elles peuvent plus rien produire, et si bien que un matin, par exemple, on n'arrive plus à se lever. On n'arrive plus à déclencher la motricité, le corps a plus du tout d'énergie. Si vous voulez creuser un petit peu plus ce thème du burn-in, qui moi me semble assez intéressant,
je vous conseille d'aller voir un article d'Evelyn Joss, psycho, je crois, qui est à l'université de Metz, qui a écrit en 2008 un article sur le burn-in et le burn-out. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui là-dessus. Continuons. Je voudrais faire une petite diapo sur la clinique différentielle parce que le burn-out, il s'agit de le distinguer d'autres entités, par exemple les états de stress post-traumatique, hein, qui sont repérés dans le DSM depuis 1980, avec cette triade de l'évitement phobique, de l'hypervigilance et des flashbacks, hein. Quelqu'un qui est avec un trauma, on a bien sûr les exemples des traumas de guerre, mais ils ne sont pas les seuls, hein. Je suis entouré de personnes et tout d'un coup je perçois un bruit, une odeur qui va me rappeler la scène que j'ai vécue parce que je suis pompier, parce que j'étais au feu et que une poutre est tombée devant moi et a bloqué le passage avec la famille que j'étais en train de sauver, le collègue, que sais-je. Vous voyez. Les flashbacks sont des choses qu'on ne trouve pas dans le burn-out. Par contre, il se peut très bien que des gens qui sont au burn-out souffrent également d'un stress post-traumatique parce que une des choses qui va mener à l'épuisement, c'est le fait d'accumuler ce qu'on appelle des micro-traumatismes, hein. Le traumatisme, vous savez, c'est soit il y a un trauma, il y a un événement qui est vraiment un truc où on ne peut pas faire face, et à ce moment-là, tout notre psychisme s'enflamme, on n'arrive pas à intégrer l'événement, mais aussi par répétition, jour après jour, de la même situation conflictuelle, par exemple, au boulot, on se crée des micro-traumatismes qui va nous amener aussi, parallèlement à cet épuisement, à avoir, par exemple, un évitement phobique. Vous avez des gens qui sont en burn-out et qui peuvent pas ne serait-ce que penser à leur travail, qui peuvent plus faire le trajet pour retrouver ne serait-ce que quelque chose qui ressemblerait à leur ancienne entreprise, n'est-ce pas? Donc, la clinique différentielle, premier thème, le trouble de stress post-traumatique. L'autre thème, c'est ce qu'on appelle le trauma vicariant, qui a intégré le DSM en 2013. Vous savez, c'est le fait d'être au contact notamment du vécu des patients et qu'on a une internalisation du trauma qui est vécu par les patients, hein, ou de la souffrance qui est vécue par les patients. Donc soi-même, on développe ce qu'on appelle le trauma vicariant. Un autre thème, c'est cette fatigue compassionnelle dont je vous parlais, qui est, elle, le fait de vivre la souffrance d'autrui, et le fait d'être épuisé par ça, et d'en avoir une vision du monde complètement chamboulée, hein. Autant dans le burn-out, on a vraiment un sujet qui est, je vous disais, qui part vraiment de lui-même, qui va au boulot, hein, qui va en hyperactivité, parce qu'il y a un enjeu. En général, les gens qui tombent en burn-out sont des gens qui sont passionnés, qui ont envie de travailler. La fatigue compassionnelle, c'est c'est que je suis entouré de souffrance et qu'à un moment, je ne peux plus supporter. Par exemple, c'est un thème qui menace les personnes qui s'occupent de la souffrance ou de la douleur des enfants, hein. Je vis pas moi-même la souffrance, mais par contre, je suis euh, sans arrêt au contact et j'ai un vécu d'impuissance. Mais je peux aussi, et je vous en parle en tant que formateur aussi, ou toute la journée quand je suis avec des prisonniers ou des soignants où j'entends des horreurs toute la journée, des fois quand je rentre ou à la fin de l'année, je suis au bord d'une fatigue compassionnelle, hein. Le workaholisme. Là, on est vraiment dans un phénomène, une compulsion au travail et on a tous les symptômes addictifs. Le workaholisme n'est pas reconnu officiellement comme une addiction, mais sur le terrain clinique, dans la vraie vie quotidienne de la psychothérapie, le workaholisme a une réalité clinique. Et là, il s'agit non pas d'un thème traumatique, mais réellement d'une incapacité à faire autre chose que travailler. On va y revenir tout à l'heure quand je vous parlerai un peu plus des addictions. Et puis le dernier thème, c'est la dépression, mise dans le DSM depuis 1980. Très rapidement, vous savez, c'est un climat qui couvre l'ensemble de la vie, alors que le burn-out, c'est quelque chose qui est localisé au monde du travail. Je peux plus supporter mon travail, je peux plus retourner à mon travail. Par contre, j'ai ma famille, j'ai encore du sens dans le fait de construire autre chose que mon travail. Alors que dans la dépression, j'ai dans un climat constant de non-sens, de tristesse, de dépression qui couvre l'ensemble de ma vie.
Un petit break avec cette étude qui a été faite en France en 2014 de l'initiative du cabinet d'études Technologia et qui a été une des bombes qui a aidé à muter le regard de la société, du monde du travail sur l'épuisement professionnel. L'intention de ce cabinet d'études, c'était de documenter le syndrome d'épuisement, de pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics et de proposer des pistes d'intervention, des pistes de prévention concrètes. Bon, ça, c'était une bombe parce que cette étude a révélé que 12%, plus de 12% des actifs occupés sont exposés à un risque élevé d'épuisement professionnel, ce qui représente 3 200 000 personnes. Ça commence à faire du. L'étude également mettait l'accent sur le fait de souligner la culture du surengagement, souligner dans le sens de la dénoncer, vous comprenez. Et également le déni du travail réel. C'est-à-dire, une chose, c'est mon poste de travail, ma mission. Une autre chose, c'est que, une fois sorti du travail, je suis tout le temps sur mon téléphone ou mon ordi, dans le train, dans le bus, à la maison. Et quand je suis à mon travail, il y a quelque chose que je calcule pas, c'est que j'ai 150 photocopies à faire, par exemple, et la photocopieuse ne marche pas. Et ça, c'est pas compté. Comment je fais avec ça, qui va me mettre, avec cet accident qui va me mettre en retard? L'autre thème, c'est l'émission qui demande aux gens d'être complètement isolés et le manque de reconnaissance qu'il y a. C'est quelque chose à l'hôpital qu'on voit, par exemple, c'est le vécu des ASH qui autrefois étaient intégrés dans les équipes et qui maintenant se passent d'une équipe à l'autre et qui ont énormément de difficultés à s'intégrer. Pourtant, elles ont un rôle extrêmement important auprès des patients, dans la mesure où elles sont intégrées dans les équipes. Or, changeant d'équipe très fréquemment, on voit apparaître des désespoirs et des manques de reconnaissance de leurs fonctions tellement importantes. Et puis une autre chose qui était dénoncée, c'est les changements organisationnels brutaux, c'est-à-dire le fait que le N+1, N+2 change, que la mission change, qu'on n'est pas mis au courant, qu'on assiste à des réunions où tout est déjà décidé d'avance, et que en 2014, on a mis la lumière là-dessus. Ça a été suivi d'un rapport de l'Académie de médecine en 2015. Tout ça a déferlé dans la presse et ça nous a donné un, un chamboulement par la médiatisation de tous ces phénomènes, un chamboulement dans la prise en compte de l'épuisement professionnel, des risques psychosociaux dans le monde du travail en France. Encore un petit stop pour parler du précurseur, parce que figurez-vous qu'en France, on a un personnage assez incroyable, il s'appelle Claude Veil, c'est un médecin psychiatre. Et j'ai retrouvé une publication qu'il avait faite en 1959, figurez-vous, où il décrit l'épuisement comme le résultat de la rencontre entre un individu et une situation, et il insiste sur la complexité des deux dimensions. Bien avant que l'épuisement professionnel nous revienne d'outre-Atlantique dans les années 70, on avait déjà, vous voyez, fin des années 50, ce thème-là qui était soulevé en France. Claude Veil nommait la notion de franchissement d'un seuil d'adaptation. On est vraiment dans le thème de le franchissement du seuil de stress. Et il prenait une métaphore bancaire pour illustrer ce propos. Il disait que l'épuisement survient quand on franchit ce seuil. C'est-à-dire, tant qu'on dispose d'un capital, on peut faire face. Une fois que ce capital est épuisé, même un petit effort supplémentaire entraîne une faillite psychique. On se demande pourquoi est-ce que on n'a pas continué en France sur cette bonne voie. En tout cas, les figures du burn-out, je voulais vous présenter deux, trois personnes qui sont incontournables. On parle de plus en plus de Loretta Bradley, qui est une personne qui a travaillé avec de la Texas University, qui a travaillé avec les professeurs, les enseignants, et qui aurait, pour la première fois, utilisé le terme burn-out en 1969. La personne la plus connue, les deux personnes les plus connues, on va dire, c'est d'abord Herbert Freudenberger, qui est un psychiatre psychanalyste qui a créé à New York un hôpital de jour alternatif où il a pris en charge des toxicomanes et pour ça a employé beaucoup de personnes volontaires. Il s'est rendu compte que, au bout d'un moment, les soignants volontaires pétaient des câbles et en 1974, il a commencé à théoriser le phénomène du burn-out en voyant que cette première rencontre entre des soignants et des gens victimes d'addiction
mener à l'épuisement professionnel. Peut-être aujourd'hui, on regarderait ça comme le fait que les soignants étaient victimes de fatigue compassionnelle. Mais bon, il faudrait faire des études et on n'a pas le temps dans le moment actuel. La troisième personne, ces deux personnes, c'est Christina Maslach et Susan Jackson, que l'histoire a retenu parce que Maslach est la première personne qui a mis au point les tests standardisés, le fameux MBI, qui permet de mesurer objectivement, si on peut dire, le, l'occupational burnout, c'est-à-dire ce qu'elle a appelé l'occupational burnout, l'épuisement professionnel. Euh, pour aller plus loin sur les sources du burnout, justement dans la perspective de Maslach, elle reconnaît 6 axes de sources du burn-out qu'elle situe tous dans l'environnement de travail. Premièrement, la charge de travail. Deuxièmement, le manque de contrôle, le manque d'autonomie, pardon, et le manque de contrôle dans les tâches que j'ai à faire. Ensuite, le manque de valorisation et de reconnaissance. Ensuite, les relations dégradées, le manque de soutien que je peux avoir de la part de ma hiérarchie. Le manque d'équité, la perception de l'injustice également, et puis le conflit de valeurs. Voilà. Sur ces 6 axes, l'intérêt de Maslach, c'est qu'elle raconte que quand on fait un diagnostic de l'environnement de travail, quand on agit sur un des axes où il y a possibilité d'agir, ça a une conséquence sur tous les autres axes. Je vous donnerai une référence bibliographique à la fin pour ça. Pour revenir en France dans ces dernières années, donc, les sondages et les enquêtes montrent que les salariés ressentent une intensification de la charge de travail. Ils ressentent un stress qui est fomenté aussi par la situation économique, l'inflation et l'incertitude par rapport au futur. Également la surcharge en télétravail. On a déchanté après le Covid, hein. Un salarié sur deux se dit stressé et en surcharge en télétravail. On a également un problème qui est le stress entraîne un turnover énorme et on voit aussi que les arrêts pour burn-out sont de plus en plus longs. Le burn-out touche maintenant les managers et les cadres, les directeurs, les directrices de structures de soins. Euh, et puis on a donc ce chiffre, 43% des salariés qui envisagent de quitter leur entreprise. Voilà où on en est dans notre année de grande cause nationale de la santé mentale. Dans la vraie vie, comment ça se passe un burn-out? Voilà ce témoignage. Un matin de février 2012, je me suis senti fatigué. J'ai pris un café. Je suis retourné dans mon bureau. D'après ma collègue entrée quelques minutes plus tard, j'étais effondré sur le sol. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai été arrêté 17 mois. Fonctionnaire de police, Coligny. Témoignage d'un homme. En février 2008, j'ai eu une crise de larmes. Je suis resté 1 heure dans les toilettes, assis contre le mur, hurlant sur chaque collègue qui me demandait si ça allait. J'ai envoyé un mail le lendemain. Je ne viens pas travailler. J'ai été arrêté 9 mois. Julien, un consultant qui travaillait dans une structure semi-publique. On est dans une sacrée panade parce que le burn-out est défini de manière différente selon, par exemple, la classification internationale des maladies, dans sa version de 2022. Elle est classée dans comme un facteur qui influence l'état de santé. Elle est décrite comme le syndrome qui résulte d'un stress chronique qui n'a pas été géré avec succès. Géré par qui, géré par quoi? La définition laisse en suspens. L'autre thème, c'est la Haute Autorité de Santé en France, qui, elle, a une définition un peu différente. Vous voyez, un état d'épuisement physique, émotionnel et mental résultant d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Et enfin, la troisième définition, c'est le DSM, dans sa version révisée, DSM-5 révisé de 2022, où là, carrément, bah, le burn-out, ce n'est pas un trouble psychiatrique, hein. Donc, le burn-out, ce n'est pas une maladie. Les conséquences de tout ça, bah, premièrement, c'est que le burn-out est vécu massivement, mais il est faiblement reconnu. On a des risques de confusion diagnostique.
Si bien que dans la pratique, on observe des diagnostics de substitution. Les personnes sont arrêtées parce qu'elles ne peuvent plus retourner au travail, mais par rapport aux prises en charge, on va noter troubles dépressifs caractérisés, troubles anxieux généralisés, troubles liés au stress, etc. Si bien que tout ça, ça contribue d'une part à l'invisibilisation du burn-out, mais aussi à une confusion épidémiologique que dénoncent certains médecins. Et puis le dernier thème, pour faire le lien avec les addictions, c'est qu'on risque de surpathologiser des comportements qui sont secondaires, qui permettent de tenir pendant cette période de burn-in, qui vont être, on va nommer addiction, l'abus d'alcool, l'abus d'écran, etc. Alors que ces comportements sont souvent transitoires et compensatoires. Tout cela, vous comprenez que ça contribue à une difficulté pour obtenir une reconnaissance institutionnelle du burn-out en tant qu'entité nosographique. Parlons un petit peu des addictions à présent. On entre dans un autre univers. Cette fois-ci, on est sur le côté des produits et des comportements stimulants. Hein. Les addictions, ben, on trouve euh, dans les produits et les comportements. Donc, dans les produits, on a les drogues illicites, mais on a également des produits qui ne sont pas des drogues, qui sont des. Par exemple, on parlera de la nourriture tout à l'heure. À l'intérieur de ces produits, donc, on fait connaissance par un usage simple avec comme motif bah, la découverte d'une consommation, d'une activité plaisante. L'usage est récréatif au départ, c'est ce qui nous arrive dans l'adolescence et ce qui peut nous arriver à l'âge adulte. D'abord, on est dans un usage, ce qu'on appelle simple. Cet usage peut dériver dans un usage excessif ou un usage à risque qui est caractérisé non seulement par la répétition de cette activité qui me procure du plaisir, mais aussi par une augmentation des doses ou par une diversification des produits qui sont pour moi stimulants. Et vous comprenez que cet usage excessif va pouvoir amener à un moment à l'addiction qui, elle, est le renforcement de ce comportement, de cette relation avec mon objet d'addiction. Les addictions sont donc la relation d'un sujet, d'une personne, à un objet qui est censé provoquer plaisir et détente. On parle donc de substance et de comportement, et il est défini comme suit pour reprendre les classifications de tout à l'heure. Le DSM-5 le classe comme un trouble lié à l'usage d'une substance, avec deux critères sur 11 pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'il y a un critère temporel dans le DSM. Dans la classification internationale des maladies, on n'a pas de critère temporel, mais on a un critère de centralité, c'est-à-dire une utilisation durable et répétée de substances ou de conduites addictives. Elle est classée comme les addictions sont classées comme des troubles. Et carrément, pour la Haute Autorité de Santé en France, les addictions sont des pathologies cérébrales chroniques. Le critère de centralité étant aussi la durabilité et le temps excessif passé à consommer, à être dans une consommation d'une substance ou la pratique d'un comportement. Mais vous voyez on a clairement le thème de pathologie cérébrale qui est noté pour ce qui nous concerne en France. Symptomatologie des addictions, rapidement, les 5 C, comme dirait Laurent Carilla, pardon. La perte de contrôle, euh, face à l'objet d'addiction, le craving qui est cette envie irrépressible de consommer et la compulsion qui vont être bah, ce comportement irrépressible. Hein. La continuité, c'est-à-dire je continue à consommer ou je continue à avoir tel comportement, même si je suis au courant des conséquences pour ma santé, pour mon économie, par exemple. Euh, et également, le cinquième C, c'est les conséquences, c'est-à-dire il y a des conséquences concrètes. Avant d'avoir payé mon loyer, par exemple, tout l'argent est déjà parti dans les paris sportifs. Vous voyez. Les objets des addictions, à présent, rapidement, ce sont bah, soit des produits licites, soit des produits illicites, soit un comportement. Le seul qui soit reconnu comme addiction pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le game disorder, le jeu vidéo. Essentiellement le jeu vidéo en ligne, mais les jeux vidéo sont maintenant de plus en plus couplés de jeux d'argent, hein, puisqu'on peut acheter en ligne des éléments qui vont nous faire progresser dans le jeu vidéo.
Les produits licites en France, eh ben, c'est alcool, tabac, les médicaments, le sucre, bien sûr. Le protoxyde d'azote, qui est, vous savez, ce gaz qui est compris dans les crèmes chantilly, et qui, ce qu'on appelle le gaz hilarant, hein, mais qui va être interdit en 2026 en France. Et puis, les nouveaux produits de synthèse, ces drogues qu'on trouve, qui sont créés au fur et à mesure et qu'on trouve sur Internet, qui vous passent au fur et à mesure dans les produits illicites. Dans les produits illicites, on a les bien connus cannabis, cocaïne, crack, MDMA, LSD. Et peut-être en France, le cannabis va passer du côté licite, sachant le, le succès qu'il a rencontré dans les pays européens où le cannabis est légalisé. Et puis enfin, pour les autres comportements, eh ben, on a dans l'expérience clinique, même si ce n'est pas reconnu officiellement, eh ben, on a tout type de comportements qui peuvent se transformer en addiction. Le sport, hein, le fait de sculpter son corps, par exemple, la sexualité, les sexualités, en direct ou en virtuel, et puis le chemsex, l'utilisation de drogue avec les rapports sexuels, les compulsions des achats, les jeux de hasard et d'argent, mais aussi des addictions très particulières comme le bronzage ou le thème de l'hyperconnexion. On peut aussi être addict à une personne, n'est-ce pas? Un petit break pour vous donner deux, trois figures des addictions qui sont bien connues. Premièrement, Bill Wilson et Dr. Bob, qui sont ces deux personnes qui sont ex-alcooliques et qui ont fondé en 1935 les Alcooliques Anonymes. On a ensuite une personne assez particulière qui n'a pas connu Internet, c'est un documentaliste, c'est Mark Keller, qui est un gars incroyable qui, avec son expérience de documentaliste, a rassemblé avec une autre personne qui est un fondateur de l'alcoolologie, Elvin Jelinek, qui a rassemblé plus de 20 000 articles sur l'alcoolologie, qui a permis à tout le corps médical américain de pouvoir s'échanger les informations et s'instruire sur l'avancée dans l'alcoolologie. Et puis là, on est en 1941, on est bien avant Internet. Ouais. Et puis enfin, Avil Goodman, je vous ai mis cette figure, évidemment, ce n'est pas les seuls, hein, mais parce que c'est la personne qui a apporté en 1990 la notion d'addiction comportementale. Témoignages de personnes victimes d'addiction. De plaisir et de partage, petit à petit, c'est devenu un asservissement. Je devais jouer, rentabiliser mon abonnement, monter de niveau. Sur les 5 années où j'ai joué, je m'en suis rendu compte la dernière année. Témoignage de Laetitia qui jouait en ligne avec son compagnon. Et puis témoignage d'un workaholic. Je passais ma vie au bureau et j'ai fini par ne plus avoir aucune vie sociale. J'adore mon travail et même pendant mon temps libre, je ne pense qu'à ça. Du côté soignant, on a donc Freudenberger qui fonde ce concept de burn-out. Vous voyez, il prend cette métaphore. Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies comme dans les immeubles. Leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Et effectivement, les personnes qui parlent de burn-out disent il y a eu un feu, elles ont été animées par un feu au travail, mais maintenant il n'y a plus rien. Et il y a une espèce de fumée qui rappelle qu'il y a eu un feu à un moment. Mais les personnes, par exemple, sont incapables de faire autre chose pendant les 3 premiers mois de burn-out que de dormir. Côté addiction, c'est cette phrase de Jean Kilbourne, qui est une militante féministe qui a beaucoup œuvré pour notamment dénoncer les campagnes publicitaires qui faisaient qu'on était addict, qu'on devenait addict à la bouffe ou en général au sucre, hein. L'addiction commence par l'espoir que quelque chose là dehors peut instantanément combler le vide à l'intérieur. On voit bien qu'entre l'addiction et l'épuisement professionnel, on a ce thème du vide qui est en commun, qu'on développera peut-être dans un autre webinaire sur ce thème, pourquoi pas. La rencontre justement entre le burn-out et les comportements addictogènes, hein. Donc le thème c'est que pendant le processus de burn-in, hein, ou de stress chronique, je développe des processus de compensation avant l'effondrement. Donc
il est très normal d'avoir des consommations accrues de café, d'alcool, de tabac, de médicaments, etc. Ou alors d'être dans une hyperconnexion, de ne pas pouvoir déconnecter des réseaux sociaux, s'endormir avec le téléphone, d'être dans une addiction au jeu, en apparence, ou de regarder des séries jusqu'à pas d'heure d'ailleurs, et ou alors être dans le surinvestissement professionnel, comme par exemple le workaholisme, et d'entrer en burn-in. Et puis, par contre, dans le burn-out, on a un phénomène d'effondrement, c'est-à-dire que quand quand mon corps ne peut plus se lever un matin, quand je fais une crise de larmes pendant des heures et que je rentre et que je ne veux plus jamais retourner au boulot, j'ai une rupture des mécanismes compensatoires. Tout simplement parce que j'ai plus d'énergie. Le burn-out, c'est j'ai tout brûlé. Donc, j'ai un désengagement total, y compris de mes mécanismes compensatoires. Si bien que vous voyez que, référé à l'épuisement professionnel, on devrait plutôt parler de comportement à risque ou d'usage excessif plutôt que d'addiction. Hmm. Parce que les addictions durables, bon, elles sont beaucoup moins fréquentes que les comportements transitoires qu'on observe dans l'épuisement professionnel. Elles peuvent s'installer si on revient trop tôt au boulot, par exemple, et à ce moment-là, on va ritualiser des compensations pour reprendre de l'assurance, mais ça, c'est jamais très très bon signe. C'est signe qu'on est en train de reprendre trop tôt. L'absence de soutien psychologique ou médical également, puisque sortir d'un épuisement professionnel, oublier l'idée qu'on peut s'en sortir seul. Et puis, il se peut également qu'on ait personnellement une vulnérabilité préexistante à l'addiction, hein. Donc, ces trois critères font qu'on peut aussi reprendre un usage addictif à la suite d'un épuisement professionnel. En résumé, donc, avant le burn-out, j'ai un comportement à risque pour gérer mon stress. Pendant le burn-out, mes excès disparaissent. Après le burn-out, j'ai une réorganisation profonde de mon rapport au travail et donc aux compensations que j'avais. On observe généralement, après un burn-out, une redéfinition de mes valeurs, de mon rapport au travail, de mon rapport au monde et de mon rapport à la vie en général. Chose qu'on n'a pas dans l'addiction. Petite récréation avant de passer à la diapo suivante. Donc, vous voyez que dans l'addiction, bon, on peut retrouver des signes extérieurs d'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles dans la vie sociale, la vie familiale et personnelle. Et effectivement, dans le burn-out, on va retrouver ces thèmes-là aussi, hein. Troubles du sommeil, irritabilité, ma vie sociale, ma vie familiale qui fout le camp, ma vie personnelle, j'ai plus du tout de temps pour moi. Mais par contre, ce qu'on va trouver comme critère différentiel dans l'addiction, c'est ce fameux craving, hein, cette envie irrépressible de consommer. Alors que côté burn-out, on est plutôt du côté de la fatigue qui s'accumule. Ok. Et l'autre thème par rapport à l'addiction, c'est qu'on est dans une continuité de comportement, dans une recherche de l'objet d'addiction, hein, du comportement d'addiction. Alors que dans le burn-out, vous avez vu, on est dans l'effondrement. Si bien que l'addiction, elle est plutôt, au départ, elle était pour trouver du plaisir, mais maintenant, une fois que l'addiction est installée, c'est que j'essaie d'éviter le déplaisir que j'expérimente à chaque fois que je suis en craving ou en compulsion. Vous voyez. Alors que dans le burn-out, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'éviter la contradiction. C'est-à-dire, j'ai un travail, j'ai des valeurs, j'ai des envies de carrière ou j'ai simplement des envies de rendre service et d'être auprès de mes patients. Et les tensions qui s'expriment dans mon travail, je fais en sorte, je développe un stress pour que ces tensions ne me mettent pas en contradiction extrême, n'est-ce pas? Donc vous voyez que le cercle est complètement différent. D'un côté, je cherche la cohérence, donc je renforce mes comportements pour tenir dans ce stress chronique, mais finalement je m'effondre. Alors que dans l'addiction, je suis simplement dans une recherche de plaisir, hein. Je vais renforcer pour retrouver ce goût de la première clope, ce goût du premier joint, du premier verre d'alcool. Mais étant donné que la physiologie, elle a ses propres lois, le phénomène d'habituation va faire que il va se passer des choses. Ça, on le détaillera dans notre diplôme. Oui. Mais la recherche de plaisir est remplacée par une quête de soulagement, c'est-à-dire une quête de souffrance, une quête de soulagement de la souffrance. Vous voyez que pour étudier ces phénomènes, on a besoin d'aller voir beaucoup de points de vue. Le thème de la physiologie, le thème de l'environnement
pour le travail, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement de travail, mais aussi qu'est-ce qui se passe si je travaille à l'hôpital et que j'ai des produits disponibles qui sont pas, que je peux pas acheter dans le commerce. Peut-être que je vais pouvoir plus facilement tomber ou assouvir mon addiction par rapport à l'environnement qui me rend des produits disponibles ou pas. Le thème des relations qu'il faut voir, bien sûr, l'état des relations au niveau du travail et qu'est-ce que l'addiction vient remplacer par rapport à mes relations. Thème de la personnalité, il est clair que il y en a des personnalités qui sont plus ou moins vulnérables au burn-out, plus ou moins vulnérables aux addictions. Bien sûr qu'il faut regarder le moment culturel, parce que dans une culture où l'argent est devenu la valeur centrale, où l'humain passe après, eh ben, ça a des conséquences sur la manière de travailler dans le thème de la santé, par exemple. Et bien sûr que ça a des conséquences dans le thème des rêveries ou des désirs que provoque ce moment culturel. Il faut aller voir du côté de la prévention et au niveau de l'évolution de la loi et au niveau de la jurisprudence. On a de plus en plus, par exemple, avec l'évolution née des accords nationaux interprofessionnels et de la mise en place de la qualité de vie et de la prise en compte des risques psychosociaux, on a de plus en plus des jurisprudences qui mettent en cause la responsabilité de l'entreprise, là où le salarié en burn-out n'arrive pas de lui-même à se défendre ou à faire valoir son, la responsabilité de l'entreprise, du défaut, par exemple, de l'adaptation d'un poste de travail ou du harcèlement du N+1. Donc, on a besoin de suivre ce qui se passe au niveau de la loi. On a besoin de voir ce qui se passe au niveau du langage également. Combien d'épuisements professionnels partent du fait que un manager ou quelqu'un de mon équipe m'a mal parlé, comme on dit. Pour aller de ce côté-là, je vous recommande d'aller voir du côté de Marshall Rosenberg et de la communication non violente, qui est un outil essentiel pour pouvoir apprendre à parler autrement dans des situations de stress et des collectifs de travail. Et puis, il y a aussi la méthode DESC. On n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais peut-être dans un deuxième webinaire, pourquoi pas, on pourrait parler de ce thème-là. Le thème des représentations qui est si important. Bien sûr que si je commence ma journée de travail avec déjà l'image de la situation que je vais retrouver, déjà l'image de ce N+1 que je peux plus voir en peinture, ou de ces patients que je peux plus voir en peinture. Tout ça, ça part de représentation. Mes représentations du monde ne sont pas indifférentes au fait que je sois dans un processus de, euh, d'épuisement professionnel. Bien sûr que ce qu'on essaie de voir ici, c'est que l'épuisement professionnel, à tout mettre sur l'individu, on met on passe à côté de la vraie histoire. Comment faire en sorte de prendre en compte mes représentations, mais aussi le fait que mon collectif de travail est dysfonctionnant. Et puis le dernier thème à voir, c'est que bah, peut-être moi je suis porteur d'un trauma préexistant et qu'une situation de stress, bah, je vais peut-être pas la supporter au travail. Et donc il va falloir que je mène une intervention là, sur un thème psychothérapeutique, la prise en charge du trauma. Voilà, quelques données internationales pour terminer. Le Brésil est le seul pays qui a reconnu l'épuisement professionnel comme maladie qui est prise en charge par le système brésilien. En France et au Canada, on a vraiment des reconnaissances au cas par cas. En France, par jurisprudence. Au Canada, vous me direz si les personnes du Canada présentent, mais je crois que c'est une histoire il y a une reconnaissance dans certains États et pas dans d'autres. En Belgique, l'épuisement est reconnu comme un motif d'incapacité de travail. Pas en Suisse. Par contre, l'épuisement professionnel est reconnu comme un risque psychosocial. En Italie, on a la reconnaissance comme un syndrome psychologique grave qui a des conséquences dans la prise en charge psychothérapeutique, l'acceptation de la prise en charge, bien qu'au niveau de l'État, apparemment, des données que j'ai, on ne soit pas non plus dans une prise en charge totale. Vous comprenez que la prise en charge du burn-out, il y a toute une histoire de qui va payer pour les prises en charge. Et les Hollandais, par exemple, ont vu d'un très bon œil de mettre en place des politiques de réintégration pour remettre au plus tôt les personnes au travail par rapport à leur épuisement professionnel. Aux Pays-Bas, l'épuisement est reconnu comme un trouble qui est lié au stress. La prévalence de l'épuisement professionnel, c'est très compliqué. Selon les études, on trouve entre 1 et 48% des personnes qui sont susceptibles de tomber en burn-out. Les études scientifiques montent à 8-20%.
tandis que les sondages d'opinion montent, oscillent entre un 30 et 34%. Santé publique France, pour sa part, a retenu un 10-15% de personnes en burn-out sévère, ce qui commence à faire du monde, hein. Tout à l'heure, vous vous rappelez, 12,6% de la population en France, ça faisait 3 200 000 personnes qui étaient en burn-out. Hein. Donc, on n'est pas sur des chiffres marginaux non plus. Bien que, avec le burn-out, si on dit que ça concerne 5 à 15% de la population active, bah, il faut considérer que entre 85 et 95% des actifs sont préservés et on a quand même 75% des Français qui se disent heureux au travail. C'est un thème à ne pas oublier non plus. Mais le burn-out, de toute façon, interroge l'équilibre d'un point de vue personnel, l'équilibre entre ma vie perso, ma vie sociale et ma vie professionnelle. Ça interroge comment la façon dont je parle des symptômes, la façon dont j'écoute les signes avant-coureurs dans mon propre corps, mais aussi comment mon collectif de travail peut apprendre à écouter les signes avant-coureurs des épuisements professionnels. Ça interroge les relations de confiance. Si je suis dans un collectif de travail dominé par la compétition et l'isolement, évidemment, l'environnement de travail va fomenter un épuisement professionnel. Donc, ça interroge, est-ce que dans mon entourage, est-ce qu'avec mon médecin, mes collègues, mon encadrement, je peux avoir une relation de confiance et dire, si je perçois un signe avant-coureur d'épuisement, pouvoir en parler en toute confiance. Ça interroge bien sûr les valeurs et les contraintes, qu'elles soient mes contraintes ou mes valeurs, ou les contraintes et les valeurs dans lesquelles je développe mon activité professionnelle. Et donc ça interroge de toute façon les organisations du travail, les modes de management notamment. Quelques tips pour terminer. La nécessité face à tout ça de prendre du recul face à la pression du quotidien, hein. N'oublie pas que la vie, c'est une alternance de tension et de distension. On ne peut pas passer son temps à être simplement en tension. Le cœur, il doit se tendre et il doit se détendre pour que la vie circule. Si jamais je suis simplement qu'en tension, à un moment, le corps lâche. Tout ce qui est les pratiques corporelles motrices et bien sûr le travail avec la respiration sont des thèmes fondamentaux pour le rééquilibrage au quotidien de notre système nerveux et de notre système neurophysiologique. Un thème tellement important dans notre monde où on est toujours hyper connecté à nos téléphones et à nos ordinateurs. Laissons-nous le temps d'imaginer, de rêver et d'avoir une activité créatrice. Avoir des relations apaisantes et gratifiantes, bien sûr. Développer les techniques attentionnelles et les techniques de représentation. Plus que des techniques attentionnelles, je dirais une attitude attentionnelle dans sa vie quotidienne. Sans attention, on ne peut pas sortir du burn-out, on ne peut pas sortir des addictions. L'attention est justement ce que nous bouffe le conflit que j'ai avec telle personne sur lequel j'ai aucune influence, mais aussi notre téléphone qui sont nos objets technologiques qui sont des bouffeurs d'attention, hein. Donc retrouver l'attention à son propre corps, l'attention à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de vivre, à nos émotions et les techniques de représentation, par exemple, je pense à la sophrologie ou la pleine conscience ou à toutes les méditations qui travaillent pour faire changer les représentations des moments que je traverse. Et puis, bien sûr, l'action conjointe avec le groupe, les collectifs de travail qui sont en intelligence émotionnelle, qui sont en développement d'empathie, qui sont en développement de résilience. Bien sûr, la base, la nourriture et le sommeil. Un des derniers thèmes, c'est le principe de résilience, c'est-à-dire que pour pouvoir agir sur ce thème d'épuisement professionnel et d'addiction, il nous faut distinguer les causes de déclencheurs. Sur le déclencheur, j'ai aucun pouvoir, hein. Je vois un arbre qui est malade, ça me déclenche une envie d'aider cet arbre. Bon, je vais mettre plein de béquilles, de tuteurs, mais évidemment qu'il faut que je comprenne les causes pour pouvoir appliquer ce principe de résilience que moi je traduis comme le principe non violent qui dit tu feras disparaître les conflits quand tu les comprendras dans ses ultimes racines et non pas quand tu voudras les résoudre. Voilà. C'est extrait d'un de mes livres de chevet qui s'appelle Humaniser la Terre, qui est écrit par Silo. Une petite bibliographie pour terminer.
Le burn-out de Christina Maslach, donc, où elle développe ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment elle prend des exemples dans différentes situations professionnelles qui ont été rencontrées, où elle raconte le processus de sortie du burn-out des personnes en agissant sur les 6 axes qu'elle présente dans son livre. L'autre incontournable, c'est Philippe Zabier-Jacques, le burn-out, un que sais-je, où vous trouverez tous les éléments sur l'épuisement professionnel, les modèles théoriques, les données épidémiologiques, les méthodes de prévention aussi, sur lesquelles j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est très très bien décrit par Philippe Zabieja. Et puis un témoignage d'une psychothérapeute, Sabine Bataille, sur reconstruire après un burn-out, ce qui est intéressant parce que elle décrit les mécanismes invisibles dans l'entreprise et elle décrit par vignettes cliniques également, hein, et propos théoriques. Elle décrit surtout l'après, comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire, comment est-ce qu'on fait pour prendre ce chemin de résilience où effectivement, après un burn-out, je vous disais, on n'a plus du tout d'énergie pour rien du tout, donc ça prend un temps pour que le corps reconstitue ne serait-ce que sa production de cortisol. Et puis pour les personnes qui sont pas trop bouquins mais plus BD, alors je sais qu'il y en a parmi les auditrices et les auditeurs, deux bandes dessinées, Détox de Jimmy Antonin Gallo, qui est en 2 tomes, qui raconte les aventures d'une personne qui sort du burn-out. Et puis Les rescapés du burn-out, qui est là euh, fait aussi par Philippe Zavieja, qui est donc consultant psycho qui est donc une, une bande dessinée assez pédagogique sur le burn-out. Et puis un roman pour les soignants, Mon burn-out en blouse blanche, Magali Milo, qui est une soignante qui décrit sans pathos extrême, qui décrit très très bien le processus dans le milieu de soins de l'épuisement professionnel. Voilà, quelques sites web pour terminer. L'incontournable INRS.fr pour les amis de France. Des ressources excellentes. Vous pouvez télécharger beaucoup de matériel pour pouvoir afficher dans votre lieu de travail. Il y a des dépliants, des affiches, il y a des vidéos, puis il y a surtout l'actualité de la prévention des risques psychosociaux et particulièrement de l'épuisement professionnel, du stress et de l'épuisement professionnel. Vous avez en ce qui concerne l'addiction Addicted, qui, à mon avis, juste un petit défaut, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit à Addicted, il vous envoie tous les jours des centaines de mails. Pas des centaines, j'exagère, je suis de Marseille, excusez-moi, mais qui envoie beaucoup de mails tous les jours, qui nous met dans un cycle infernal d'hyperconnexion parfois. À moins de faire du travail intentionnel. Vous avez un podcast qui est super, qui s'appelle Ma dernière fois, qui concerne les addictions. Et puis, en ce qui concerne un podcast pour le burn-out, vous avez le Café des Burnies, qui est excellent également. Et enfin, l'association France Burnout, qui, euh, qui également envoie beaucoup de mails parfois, mais sur lequel vous trouverez énormément de ressources. Voilà. Pour terminer, donc, étant donné que, comme disait Christina Maslach, l'humour est la meilleure façon de réduire le stress, eh ben, je vous laisse avec une petite bande dessinée. Comme vous le savez, nous plaçons le bonheur de nos employés en tête des valeurs de notre entreprise. Êtes-vous heureuse, 8 ans? Ouf, je note. Merci, merci à Marc Dubuisson, merci à Yves Barros, à Marc Chalvin pour les dessins et puis surtout à Antoine Chéreau qui m'a donné l'autorisation d'utiliser le premier dessin sur le burn-out en tête dans la première diapo. Et puis merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop stressant en tout cas. Mais si je vous ai stressé, maintenant vous avez des outils pour pouvoir vous récupérer. Voilà, je redonne la parole à toi, Fabrice. Bien, cher Florent, merci, c'était parfait, c'était même magnifique comme exposé. On a atteint une qualité qui est rare. C'est vraiment chouette. Merci. Ben, Euh, merci. je vais te poser quelques questions auxquelles tu as déjà Hmm. répondu, mais OK. pour jouer le jeu des différents personnes, je propose quand même de poser quelques questions. Oui. Tout d'abord, il y en a une pour moi, donc j'aime bien aussi. Euh, que penses-tu
de comment on peut faire la part des choses entre les causes perso et les causes professionnelles dans un burn-out. Bon, il y a le thème il y a Christina Maslach, par exemple. Les six axes de Christina Maslach est une bonne approche pour approcher les causes de l'entreprise, hein, ou de l'environnement de travail. Quant aux causes personnelles, il faut aller voir du côté des valeurs, hein. Il faut aller voir du côté, je vous parlais tout à l'heure de Marshall Rosenberg, de, 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 de mode de relation dans lequel on est pris. Des burn-out partent souvent de peur, hein. La peur, j'ai peur de perdre mon travail. Donc j'accepte des comportements, hein. Beaucoup de personnes dans les vignettes cliniques racontent que elles auraient dû euh, euh, refuser tel traitement. Elles auraient dû en parler plus avant. Elles auraient dû être moins acceptantes de comportements ou de paroles qui sont dégradantes, humiliantes. Et quand on absorbe ça, eh ben, la conscience, elle a un double travail de compensation à faire, hein, pour pouvoir intégrer le fait que je me fais traiter de tous les noms tous les jours, par exemple, hein. Pour la conscience, c'est pas possible, ça. Donc, il y a un travail à faire sur ses propres représentations, sur son propre langage, et puis aussi sur ses propres valeurs. C'est-à-dire, si je constate que dans ma pratique professionnelle, mon cœur va d'un côté, ma tête va de l'autre, à un moment, je suis sûr que mon corps, il va lâcher. Donc, comment est-ce que je peux faire pour que tout ça se mette en mots, en paroles, en échanges, et puis dans le fait que je puisse retrouver mes limites. Pour ça, il va falloir peut-être que je réapprenne à exprimer des colères, hein. Si c'est pas dans le collectif de travail, au moins que j'ai un endroit pour décharger ces colères qui sont très légitimes parce que je suis sans arrêt mis en défaut par rapport à mes valeurs et par rapport à ce qui est tellement important pour moi, hein. Donc, dans l'environnement de travail, il y a bien sûr ce qui est apporté par l'environnement, mais il y a la manière dont moi je le digère ou pas. Donc, moi, je recommande ce thème de s'interroger sur les valeurs et puis d'écouter le corps. Parce que le corps, lui, hein, les tensions, je vous disais tout à l'heure, les toux subites, le sommeil qui commence à partir en bibrine, comme on dit à Marseille, tout ça, c'est vraiment les signes, les prises de poids, ou au contraire, la nourriture les temps de nourriture qui sont complètement déséquilibrés, l'attention au corps et l'attention aux émotions, l'attention aux valeurs, je dirais, c'est les trois choses personnellement sur lesquelles on peut agir. Sur l'environnement de travail, c'est plus compliqué d'agir directement. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. Deuxième question, existe-t-il des jeux à mettre en place, euh, d'après toi, pour essayer de se réconcilier sur un... Est-ce qu'il y a moyen Est-ce que tu connais un jeu qui permettrait de rétablir une espèce d'équilibre? Tu peux dire non, hein, parce que j'ai trouvé la question Non, curieuse, mais en ce même à quoi temps ça me très fait penser, intéressante. ce à quoi ça me fait penser, c'est les jeux de rôle. Oui, Les tout à jeux de fait, rôle, oui. c'est-à-dire le fait de remettre en scène des situations problématiques, soit par exemple avec le théâtre forum ou avec simplement des amis, hein, de pouvoir mettre en scène les rôles de ce qu'on fait en général quand on va discuter avec quelqu'un de proche et de confiance, avec des problèmes qu'on a rencontrés le jour même, qui sont en train de s'accumuler. Parfois, si on prête attention, on est en train d'essayer de prendre des rôles pour remimer les horreurs que nous a dit notre N plus 1, par exemple. À un niveau institutionnel, une chose que je recommanderais, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais en tout cas en France, ce qu'on voit à l'hôpital qui marche très bien, c'est le fameux Vie ma vie, hein. C'est-à-dire un directeur ou une directrice qui va vivre la vie d'une infirmière ou d'une secrétaire médicale, et inversement. On constate qu'il y a des prises de conscience des charges de travail qu'ont à supporter telle et telle profession qui se rencontrent pas forcément dans l'hôpital, vous voyez. Mais une fois qu'il y a une prise de conscience de comment c'est pour l'autre, alors je peux moi-même enrichir mes représentations et changer le stress que je me crée en interprétant sans arrêt que l'autre, il est en train d'avoir tel comportement parce qu'il m'en veut à moi, hein. Mais merci beaucoup. Alors, la troisième question, c'était pour moi, c'est chouette, en fait, pour sauver une formation. Donc, la question était, est-ce qu'on doit suivre toutes les formations en direct? Et la réponse est non. Donc, il y a différents modules qui sont tous enregistrés et libre à vous de les suivre
un peu quand vous voulez. Évidemment, il y a des séances interactives qui sont beaucoup plus intéressantes quand on les fait en présentiel. Si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a 6 modules. Les intitulés des modules sont détaillés sur le site internet pour chaque étape. Donc, par exemple, le premier module, c'est approche émotionnelle cognitive des addictions. Le deuxième, c'est dépendance affective et codépendance, etc., etc. Pour ça, évidemment, il y a certains modules qui forcément doivent vous intéresser plus ou pas. Et une deuxième question qui était posée en sous-groupe, c'est y a-t-il des examens? Non, il n'y a pas d'examen, mais il y a la présentation d'un mémoire si on veut valider le titre universitaire. Ça veut dire qu'il y a 2 types de formations. Si on veut avoir un titre universitaire en tant que tel, à ce moment-là, il faut faire un mémoire en collaboration avec un des membres du corps enseignant, donc soit Chloé Frédier, soit toi, hein, Florent, soit d'autres personnes. Je vous laisse découvrir les intervenants. Voilà. Alors, dernière question, c'est comment, c'est une question qui est un petit peu à l'envers, c'est comment, je sais qu'il y a beaucoup de questions, je suis désolé, je ne pourrais pas toutes les poser, j'espère que vous ne me ferez pas fâcher, je vous invite à les poser par d'autres voies si elles vous paraissent importantes, et si vous trouvez que je ne les ai pas mis en évidence. C'est comment est-ce qu'on voit les signes avant-coureurs de burn-out chez nos collaborateurs? Qu'est-ce qui peut nous faire penser, parce qu'on parle souvent de burn-out pour soi, mais Oui, à quoi doit-on faire attention chez nos collaborateurs absolument. comment peut-on réagir? Absolument. L'irritabilité, par exemple, la perte d'humour. Le collègue qui arrive ce matin et qui, les premiers mots qu'il prononce, c'est «Oh là là, je suis crevé ce matin». Hein. C'est très important cette question parce que le monde du travail, c'est justement, il y a des impensés dans le monde du travail. Notamment, c'est pas un endroit pour se plaindre le travail. On est là pour envoyer du bois, hein, en général, non? Et donc, c'est une chose très délicate parce que je commence ma journée et je suis crevé, mais je vais mettre un masque parce que je peux pas me présenter dans mon collectif de travail, soit pour mes collègues, soit pour mon N+1, soit pour X raisons. Mais vous comprenez que je vais perdre mon authenticité, ce qui à un moment va être démasqué, hein, si mon collectif de travail est basé sur des valeurs humaines où la relation à l'autre, c'est important. Si on est chacun dans son coin, on va accélérer ces processus invisibles. On parle très bien Sabine Bataille dans son livre, sous la référence que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça, ce thème, c'est vraiment dans les thèmes avant-coureurs, vous avez au niveau corporel la perte de sommeil et l'irritabilité. Vous avez au niveau des émotions le fait d'être, alors c'est aussi de l'irritabilité, mais c'est si vous vous surprenez ou si vous voyez que euh, un collègue commence à avoir des réactions émotionnelles disproportionnées. Hein. La machine à café marche plus et le collègue part en live. Mais, euh, et puis le témoignage de la personne qui vous dit que bon, voilà, j'arrive. La première chose qu'elle dit le lundi matin, c'est je suis crevé. Hein. Le thème qui est en jeu, c'est de pouvoir se remettre des relations de confiance entre nous dans les collectifs de travail. De pouvoir demander au copain qu'est-ce qui t'arrive plutôt que de juger son comportement qui est tout d'un coup qui part en live. Hein. Donc moi je dirais ça pour les signes qu'on perçoit chez l'autre. Mais avec cette réserve encore une fois que le monde du travail ne facilite pas cette visibilité. Bien, merci beaucoup. Il C'était faut faire du vraiment, travail attentionnel. Hein. Il faut avoir une attitude attentionnelle envers les autres, envers oui, les rester collaborateurs. attentif, faire Rester attention attentif. aux autres. Il faut faire Et attention de à soi. manière détendue. Hein. La Oui, tension, c'est en détente. Hein. C'est pas en tension. Hein. C'est pas fais attention. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. c'est C'est l'attention avec je un suis L là. apostrophe. Ah ouais, ouais. Je suis là et je suis en connexion avec les autres. Et je suis attentif et je suis soucieux de ce qui se passe pour l'autre. Bien, écoute, merci beaucoup. Encore une fois, c'est magnifique, Coffee Talk. C'était vraiment très, très bien. Je vous donne 2 rendez-vous déjà. Le mardi 16 décembre avec Alain Héril pour notre prochain Coffee Call qui sera sur le harcèlement scolaire. Ça va être passionnant aussi parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et je ne comprends pas pourquoi plus le temps passe, plus le harcèlement scolaire semble prendre de l'importance. Et je vous donne aussi rendez-vous le 24 mars 2026 qui est le début du fameux DU, donc cognition, émotion et addiction, où vous pourrez réentendre Florent.
Florent, merci beaucoup à toi. Merci à toute l'équipe de Soel. Vous faites un boulot formidable, je le dis jamais assez. Merci à Chloé Mm. Frédier aussi qui vous remet tous un bonjour. C'est la directrice pédagogique du DU, vous l'avez compris. Et je vous souhaite une belle soirée et un bon début de week-end. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous Florent, les auditeurs, merci beaucoup. merci, merci à l'équipe. À Merci. très bientôt. À bientôt.